un goitre qui est homogène. Oui, oui, vous pouvez m'enregistrer, il n'y a pas de souci. Donc, au départ, c'est un goitre qui est homogène, donc c'est une augmentation de volume qui est homogène, mais au long cours, donc par la suite, il y aura des formations nodulaires. Donc, je vous ai mis à peu près donc, un volume thyroïdien normal qui est donc, de 20 grammes. Il faut savoir aussi que c'est une pathologie extrêmement fréquente. Elle est endémique. Nous sommes alors, en Algérie, donc nous sommes un pays endémique. Et cette carence, cette prévalence des goitres par carence UD, elle dépasse les 5% chez les enfants. L'éradication reste le traitement de choix. Donc, l'éradication de cette carence iodée reste un traitement de choix. D'où en fait la présence d'iode dans notre sel de table, dans le sel qu'on mange, donc qu'on utilise en cuisine. Donc, vu la prévalence donc, de ce goitre, vu que nous sommes un pays endémique, on a rajouté, si vous voulez, de l'iode dans notre sel pour enfin éviter ces carences ou voire prévenir des carences sévères en iode. Alors, c'est quoi le goitre simple? Donc, il faut donc. Pardon. Alors, le goitre simple, c'est quoi? Donc, c'est un goitre qui ne s'accompagne d'aucune dysfonction thyroïdienne. Ça veut dire qu'on a une augmentation de la taille de la thyroïde ou du volume thyroïdien, si vous voulez, mais que cette thyroïde fonctionne correctement. Cette thyroïde, donc, la fonction, c'est-à-dire on est en euthyroïdie, donc tout ce qui est hormonal n'est pas atteint, donc il n'y a aucune dysfonction thyroïdienne d'une part. D'autre part, il n'y a aucun contexte inflammatoire. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans un état d'auto-immunité, de maladie auto-immune. C'est-à-dire que ce n'est pas auto-immune, ce n'est pas inflammatoire, c'est rien, il n'y a rien. Tout est négatif. Et troisième critère, troisième condition pour parler d'un goitre simple, c'est qu'il n'y a pas de suspicion de malignité. Il n'y a pas de néoplasie. Donc, au niveau donc, de cette thyroïde, il n'y a aucune suspicion clinique ou radiologique ou biologique, tout ce que vous voulez. Donc, pour parler d'un goitre simple, qui est notre cours d'aujourd'hui, c'est un goitre qui n'a aucune dysfonction thyroïdienne, qui n'a pas de contexte inflammatoire et qui n'a aucune suspicion néoplasique. Il faut savoir aussi que ce goitre-là, comme je l'ai dit, donc au départ, il est diffus, homogène, mais au long cours, il peut être donc nodulaire. Donc, il y aura une formation de nodules vu l'importance donc de l'hyperplasie réactionnelle à cette carence iodée. Et aussi que malheureusement, ce goitre simple, qui est en fait tout gentil, tout bénin, tout ce que vous voulez, au long cours, il peut malheureusement se compliquer. On va voir les complications tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, quelle est notre démarche diagnostique devant un goitre? Alors, d'abord, il faut reconnaître ce goitre. Comment on va reconnaître ce goitre? Généralement, cliniquement. Donc, sur le plan clinique, à l'inspection des gens, donc, il suffit juste donc, de voir donc, la personne, le patient, et à la palpation va nous permettre de poser le diagnostic de goitre. Donc, comment on peut l'affirmer? Donc, si la surface d'un lobe, donc vous savez très bien, je vous l'ai dit, je pense la dernière fois, que la thyroïde est divisée en deux lobes, reliés par un mise. Ça, c'est un rappel anatomique, vous l'avez fait déjà les premières années, donc première, deuxième année, je me souviens, enfin, je ne sais plus. L'essentiel, c'est donc qu'il est divisé en deux. Donc, lorsque la surface d'un lobe elle est supérieure à la surface d'une dernière phalange du pouce. Donc, essayez de voir votre pouce. Vous êtes en train donc, de voir mon coude. Donc, essayez de voir votre pouce. Vous voyez donc la dernière phalange. Et il y a là où il y a, si vous voulez, après donc l'angle. Puisqu'il y a deux phalanges au niveau du pouce. Donc, lorsque la surface du lobe elle est supérieure à la dernière phalange, on va dire à peu près je ne sais pas, 1 cm, enfin 1 cm et demi, on va dire, voire 2, je ne sais pas exactement à peu près l'essentiel. Donc, on va suspecter cliniquement là, à l'inspection déjà la présence d'un goitre, ça d'une part. À la palpation, donc outre le volume thyroïdien, donc par la palpation, ça va nous permettre en fait d'établir donc de contenir si vous voulez et d'évaluer la consistance de ce goitre. Est-ce que c'est un goitre souple? Est-ce qu'il est dur? Donc, c'est-à-dire quand on va palper, c'est-à-dire comment on va ressentir cette sensation. Donc, à la palpation, la sensibilité du goitre. Bon, quand je dis goitre, bien sûr, je ne vais pas le répéter, c'est une glande thyroïde qui est augmentée de volume. Donc, la sensibilité, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ce n'est pas douloureux? Est-ce que c'est un goitre homogène? Est-ce qu'on va palper en fait des nodules ou non? Donc, toutes ces anomalies, on va les rechercher à la palpation de la loge thyroïdienne. Et ça va nous aider, en tout cas pour la suite, mais généralement, ça va nous aider. Parfois, malheureusement, l'examen clinique ne va pas apporter grand-chose, surtout chez les patients qui sont obèses, qui ont un cou court,
c'est-à-dire ils ont voilà, ils n'ont pas un long cou, un cou vraiment donc un long cou, qui sont obèses, donc ils ont un cou large, ils ont une kyphose dorsale, donc il y a une petite déformation, donc on n'arrive pas réellement à faire une bonne palpation de cette loge thyroïdienne. L'interrogatoire aussi donc, va nous aider donc, quand on va rechercher des antécédents familiaux de goitre, donc surtout de goitre familial, donc dans les endémies, de dysthyroïdie, d'antécédents d'éradication, donc comme tout examen clinique, à chaque fois qu'on va le répéter, mais aussi à l'examen clinique, on doit rechercher des signes évoquant un goitre compliqué. Je vous ai dit que le goitre malheureusement complique au long cours, on va en parler tout à l'heure, mais quels sont les signes de complications? C'est les signes de toxicité, de compression, de néoplasie, on va en parler tout à l'heure. Donc, à l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, on a fait un examen clinique, donc on a retrouvé, donc on a palpé, on a objectivé donc une augmentation du volume de cette thyroïde. On va faire après des examens paracliniques. Alors, ces examens paracliniques vont parfois nous aider donc, pour le diagnostic, mais souvent, donc, ils sont faits donc, de façon fortuite et vont nous permettre de découvrir un goitre à l'imagerie, par exemple. Alors, quels sont ces examens donc, paracliniques? Donc, premièrement, c'est l'échographie, c'est l'imagerie. Donc, on va commencer par l'imagerie. Donc, quand on diagnostique un goitre cliniquement ou bien qu'on le détecte à l'imagerie, alors c'est quoi l'imagerie? C'est l'échographie cervicale. Donc, découverte, bien sûr, pardon, elle est indiquée, bien sûr, dès qu'on découvre un goitre à l'examen clinique. Et elle va nous permettre donc d'évaluer donc le volume de la thyroïde. Donc, elle va nous permettre de mesurer la taille, le volume, les dimensions, si vous voulez, de cette glande thyroïde. Et en fait, ça va nous aider aussi donc, pour la surveillance de cette glande thyroïde. Elle est aussi indispensable quand on n'arrive pas en fait, à l'examen clinique de palper, de voir la taille exactement des nodules thyroïdiens lorsque c'est goitre, cette thyroïde, elle est mal palpable, c'est-à-dire on n'arrive pas vraiment à voir toutes les limites, de cette thyroïde, ou bien que ce goitre soit plongeant ou bien nodulaire. Donc, c'est l'échographie qui va nous orienter. Et bien sûr, comme je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on a fait donc, les nodules, donc elle va nous permettre de détecter les nodules, leur taille, donc les signes de malignité, etc. Donc, on ne va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est ça l'intérêt de l'échographie. Il y a un deuxième examen qu'on doit faire systématiquement devant la présence d'un goitre, donc d'une augmentation de la taille, donc du volume pardon, de la thyroïde, c'est bien sûr un bilan biologique. Donc l'intérêt du bilan biologique, en fait, on le fait, c'est pas vraiment pour poser le diagnostic d'un goitre simple, mais en fait pour éliminer les diagnostics différentiels d'un goitre simple qui sont le goitre simple, donc le goitre rentrant dans des maladies inflammatoires telles les maladies donc base de Hashimoto, donc les maladies auto-immunes, les thyroïdes en général. Donc, c'est ça l'intérêt du bilan biologique ou bien voir en cas de suspicion de malignité. Donc, quel est le bilan biologique à réaliser? En fait, c'est la TSH. Bien sûr, une TSH anormale doit nous faire donc obligatoirement rechercher donc les anticorps antithyroïdiens. Donc, que ce soit pour des anticorps en faveur de maladies de base d'eau, je ne vais pas les citer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous aurez des cours dédiés à chaque pathologie, donc je ne vais pas en parler. Mais ça veut dire qu'on va rechercher donc des anticorps en faveur d'une base d'eau, ou bien des anticorps en faveur d'un Hashimoto ou d'une autre thyroïdite. Donc, on va avoir un bilan inflammatoire, rechercher de signes d'inflammation qui sont en faveur de maladies inflammatoires. Par contre, pour les signes de malignité, vous savez très bien, je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons le dosage de la thyroglobuline et de la calcitonine. Elles ne sont bien sûr, et je l'ai dit la dernière fois, qui ne sont jamais indiquées en première intention parce qu'en fait, le taux de thyroglobuline est corrélé à la taille, donc au volume, si vous voulez, de la thyroïde. Il n'y a pas vraiment, il va nous rien nous apporter. Donc, on ne fait pas de dosage de la thyroglobine, de la calcitonine en première intention, sauf si on a une très forte suspicion de malignité clinique et échographique. Alors, la scintigraphie, bien sûr, n'a aucun intérêt, si vous voulez, dans les goitres, sauf lorsqu'il y a une hyperthyroïdie, c'est-à-dire ça le rentre dans le cadre de la pathologie d'hyperthyroïdie, notamment la maladie de base d'eau, ou bien afin de rechercher un nodule toxique, dans le cadre d'un goitre nodule toxique. Donc, la scintigraphie n'est demandée que lorsqu'il y a des signes cliniques et biologiques d'une hyperthyroïdie. Donc, en résumé, devant un goitre
qui est diagnostiqué, bien sûr, ou évoqué, si vous voulez, à la clinique par l'augmentation de sa taille. On va compléter par la suite par une imagerie. Donc, l'imagerie qui se fait en première intention, c'est l'échographie. Donc, elle va nous confirmer cette augmentation de la taille de la thyroïde par les mensurations du volume du goitre, mais aussi donc, de l'aspect de cette glande. Est-ce qu'il est homogène? Est-ce qu'il y a présence de nodules ou pas de nodules? Est-ce qu'il y a des signes de malignité ou il n'y a pas de signes de malignité? Par la suite, on va faire un bilan biologique qui est la TSH. Pourquoi on fait la TSH? Ce n'est pas pour poser le diagnostic d'un goitre, mais pour éliminer les diagnostics différentiels, notamment les maladies thyroïdiennes inflammatoires et en cas de suspicion de malignité. Et la scintigraphie n'a aucun intérêt en première intention, n'est réalisée qu'en cas d'hyperthyroïdie, donc d'un bilan hormonal en faveur d'une hyperthyroïdie. Donc, il existe d'autres examens complémentaires, examens d'imagerie, notamment le téléthorax, donc la radiographie standard donc de face poumon et trachée, donc la radiographie, donc le téléthorax, ce qu'on appelle, on va dire la téléthorax. Quel est l'intérêt de ce téléthorax? Donc, il peut mettre en évidence un goitre qui est plongeant par un élargissement du médiastin supérieur et va aussi apprécier le retentissement sur la trachée. Est-ce qu'il y a une déviation? Est-ce qu'il y a une sténose? Est-ce qu'il y a des signes de compression? Donc, le téléthorax, il va donc nous montrer, détecter, si vous voulez, donc l'aspect d'un goitre plongeant par un élargissement du médiastin. On peut parfois, dans certaines situations, quand on n'est pas, si vous voulez, clinicien, quand ça se fait donc anarchiquement, un malade qui fait un téléthorax pour autre chose, c'est-à-dire pour une toute autre pathologie, dans un cadre d'un bilan préopératoire pour autre pathologie qui n'a rien à voir avec donc l'étage sus-thoracique. Donc, à l'occasion d'une lecture de l'interprétation du cliché donc, radiologique du thorax, on va donc découvrir ou la diagnostiquer donc un élargissement du médiastin qui est en faveur en fait d'un goitre plongeant et doit pousser des examens plus approfondis ou bien des signes carrément donc de déviation de trachée qu'on bien sûr on visualise au téléthorax. Donc le scanner comme notre examen d'imagerie, donc la TDM, donc le scanner cervico-thoracique, pardon, permet donc de préciser cette extension médiastinale du goitre. Donc, on commence par un téléthorax, on trouve cet élargissement, on va faire donc le scanner qui va nous montrer précisément donc ce goitre, donc cette extension du goitre dans la zone médiastinale, mais aussi toutes les relations qu'il a avec donc, la trachée, l'œsophage, les carotides, etc. Donc, des signes de compression, de refoulement, de tout ce que vous voulez. Donc, on va l'objectiver au niveau du scanner, donc de la TDM cervico-thoracique. L'IRM, quant à elle ne se fait que rarement. C'est vrai qu'elle a une meilleure résolution que le scanner, mais en fait, elle a une moins bonne résolution. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Elle n'a pas vraiment d'indication lorsqu'on a un goitre. Donc, généralement, c'est l'échographie. Téléthorax et scanner thoracique lorsqu'on a un goitre plongeant parce on ne pourra pas donc, le voir et l'évaluer à l'échographie cervicale. Donc, à l'issue de toutes ces explorations, on peut identifier un goitre symptôme donc, qui est induit par des pathologies thyroïdiennes, notamment donc, l'hyperthyroïdie ou la lipothyroïdie, mais aussi un goitre idiopathique qui soit simple. Donc, idiopathique, c'est bien au stade de complications, malheureusement. Alors, quelles sont les complications de ce goitre simple? Alors, malheureusement, l'évolution naturelle de ce goitre, elle se fait vers la nodularité et la toxicité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une relation entre le volume et l'âge du patient qui a été démontrée. Donc, plus le goitre évolue dans le temps, plus il y a le risque de complications. En revanche, entre le taux de TSH est négativement corrélé au volume. Ça veut dire plus le taux de TSH est élevé, moins le volume est important donc, de la thyroïde. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à l'âge et à l'évolutivité dans le temps de cette maladie, de ce goitre donc, dans le temps. Alors, quelles sont les principales complications? Il existe trois en fait principales complications. Tout d'abord, nous avons donc un goitre toxique. Alors, c'est quoi le goitre toxique? Le goitre toxique, c'est un goitre multinodulaire. Donc, c'est un goitre
bon, il était au départ donc homogène, diffus, tout ce que vous voulez. Par la suite, quelques années plus tard, il commence, vu l'hyperplasie, la surproduction, donc la surstimulation donc des cellules thyroïdiennes, il y aura donc une formation de nodules. Donc, il y aura un goitre multinodulaire. Ces nodules, malheureusement, avec le temps, vont être autonomisés. Ça veut dire qu'ils ne dépendront plus, en fait, comment dirais-je, de la TSH. En fait, il n'y aura plus donc, de relation ou d'une activation par la TSH. Ils seront autonomisés, ils seront autonomes. Entre guillemets, c'est le mot du français, donc ils seront autonomes. Et ce qu'on appelle le nodule toxique, parce que malheureusement, ces nodules-là, donc vont larguer, si vous voulez, larguer beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Donc, ils vont faire un relargage des hormones thyroïdiennes et entraîner donc une hyperthyroïdie. Malheureusement, cette hyperthyroïdie, comme vous le savez tous, je ne sais pas si vous avez fait le cours ou pas encore, mais cette hyperthyroïdie entraîne beaucoup de complications, notamment cardiovasculaires et surtout chez le sujet âgé. Donc, le nodule toxique va rejoindre, enfin, le goitre toxique va engendrer donc une hyperthyroïdie et avec toutes les complications possibles et imaginaires de l'hyperthyroïdie, notamment, principalement, c'est les signes cardiovasculaires et ça sera la première complication donc, de ces goitres, malheureusement, qu'il faudrait dépister devant chaque goitre. C'est pour cela qu'on va faire une TSH au diagnostic donc, des goitres initialement, rechercher donc les signes de complications, notamment l'hyperthyroïdie, qui est en fait, si on a un goitre multinodulaire avec une hyperthyroïdie, c'est que ce goitre-là y était quelques années auparavant et qu'on est actuellement au stade de complications malheureusement. La deuxième complication donc, de ces goitres simples, donc au long cours, c'est la compression. Donc, tellement le volume de la thyroïde est augmenté, donc il va entraîner donc, une compression. Elle est facilement évoquée, bien sûr, le volume du goitre, mais aussi mais doit être recherchée aussi en cas de goitre endothoracique. Alors, quels sont les signes cliniques, si vous voulez, qu'on doit rechercher en cas de goitre? Donc, quels sont les signes de compression qu'on doit rechercher? Alors, on a une compression de la trachée tout d'abord. Donc, c'est une compression des organes avoisinants, donc des organes adjacents à la thyroïde. Premièrement, c'est la trachée qui se traduit cliniquement. Alors, comment reconnaître ou bien comment donc suspecter une compression de la trachée? C'est par une dyspnée inspiratoire. Donc, le patient, il a une augmentation de la taille du volume de la thyroïde. Il a une dyspnée inspiratoire, c'est-à-dire à l'inspiration, il a du mal à inspirer. Donc, cette dyspnée va nous faire suspecter une compression de la trachée et on doit réaliser des examens d'imagerie à la recherche de ces complications. La deuxième complication, c'est l'œsophage. Enfin, le deuxième organe qui peut être donc touché, c'est l'œsophage. Et il est très facile, très simple à suspecter, c'est par la dysphagie. Donc, c'est une anomalie de déglutition. Donc, dès qu'on a une dysphagie avec un goitre volumineux, il faudrait penser donc à une compression de l'œsophage. La troisième complication donc, par compression, c'est la compression du nerf récurrent donc, qui va entraîner donc, une dysphonie, des fausses routes. Donc, il faut avoir ces symptômes. Donc, il faut, à chaque fois que vous allez examiner des patients, il faut avoir à l'esprit que devant un goitre, devant une augmentation du volume, on ne va pas juste donc, s'arrêter à une TSH, à une imagerie. Ah, c'est un goitre, c'est une augmentation du volume. Est-ce qu'il est hypo, est-ce qu'il est en hyper, est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il est nodulaire ou non? Mais il faudrait toujours penser à rechercher ces complications, notamment des signes de compression. Donc, les complications compressives de ces goitres-là, mais aussi des compressions veineuses. Donc, recherchez toujours des signes de compression. Je vous dis, pardon, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Alors là, on est en train de parler du goitre. Vous pouvez en fait recevoir, si vous voulez, un patient qui ne consulte pas pour goitre, c'est-à-dire qui n'est pas connu pour un goitre ou un problème thyroïdien, mais qui peut consulter en fait pour une dysphonie, pour des fausses routes répétées, pour une dysphagie, c'est-à-dire devant ces signes cliniques, parce que c'est de la clinique, c'est des signes qui sont rapportés par le patient, il faudrait penser au goitre. Donc, il faudrait toujours avoir à l'esprit que tout ce qui est donc de la danse, tout ce qui se retrouve donc à la région donc cervicale, cervico-thoracique, donc il y a des organes adjacents, une augmentation du volume de l'un ou d'un autre organe
peut entraîner des complications de part et d'autre. Donc, devant un goitre, rechercher des complications, mais devant des signes cliniques cités, il faut penser à rechercher un goitre aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ces symptômes obstructifs donc, peuvent être accentués par la manœuvre de Pemberton. Alors, c'est quoi cette manœuvre de Pemberton? En fait, cette manœuvre, elle consiste à élever les deux bras. Donc, il suffit juste de demander au patient d'élever ses deux bras jusqu'à ce qu'il arrive à toucher sa tête. Cette manœuvre, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Donc, elle va entraîner donc, une congestion. Donc, il y aura une face, donc le visage très rouge, voire cyan nausée, c'est-à-dire il y aura vraiment une compression, une congestion du visage, une coloration rouge violacée du visage avec une détresse respiratoire. Ça confirme qu'il y ait une compression donc, des organes, notamment tout ce qui se retrouve, donc, notamment trachée beaucoup plus et œsophage. Donc, il faudrait bien examiner vos patients, rechercher les signes cliniques et toujours penser donc au goitre et ses complications. Donc pour les complications, donc on a parlé du goitre toxique, on a parlé de la compression, pardon. Et donc la troisième complication importante, c'est en fait la malignité, la suspicion de malignité. Donc malheureusement, avec le temps, même si au départ c'est un goitre tout bénin, tout gentil, tout homogène, en euthyroïdie, euh, qui apparaît donc totalement bénin, malheureusement, ça peut dégénérer avec le temps. Et cette dégénérescence, on doit la suspecter par une augmentation rapide du volume donc du goitre ou bien carrément par la présence donc d'un nodule antérieurement connu qui a donc augmenté de volume ou bien qui a eu des signes échographiques dont on a parlé la dernière fois de malignité. Il faudrait aussi donc chaque fois donc essayer de rechercher des adénopathies donc cervicales qui pourraient être donc en faveur d'une néoplasie, mais aussi donc d'une glande qui est dure. Donc tout ce qui est dur, donc à chaque fois que vous allez palper, donc je pense que vous savez tous une adénopathie qui est adénopathie ou un organe qui devient dur et compressive, il y a une suspicion de malignité malheureusement. Donc, il est toujours important donc, d'associer cette palpation de la thyroïde vers la palpation donc, des aires ganglionnaires. Voilà, ce sont les principales complications du goitre. Alors, le traitement, donc la prise en charge de ces goitres, comment se fait-il? Donc, la prise en charge du goitre, je parle du goitre simple. Hein. Alors, il y a eu plusieurs, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a eu en fait plusieurs études, il y a eu plusieurs consensus. Alors, il y a certains qui préconisent juste une surveillance, mais qui ont préconisé pendant longtemps juste une surveillance, c'est-à-dire on ne donne rien. Donc, il y a un goitre qui est diagnostiqué, un goitre simple en thyroïdie. On faisait juste on autorisait juste une simple surveillance. Mais malheureusement, donc, avec le temps, enfin, les sociétés savantes, donc les sociétés savantes donc, se sont rendues compte que malheureusement, ça ne servait à rien et il y a eu donc des complications et une évolution de ces goitres vers une augmentation donc, du volume et entraîner toutes les compressions, notamment des complications, notamment des complications de compression. La deuxième éventualité pour la prise en charge, c'était en fait de donner de l'iode donc, dans l'alimentation. C'est ce qui a été fait donc, depuis quelques années déjà. Donc, on a rajouté de l'iode dans notre alimentation. Donc, c'est ce qu'on a tous dans nos maisons. Donc, on a rajouté un taux d'iode dans notre sel de table. Dans le sel avec lequel on cuisine, avec lequel on utilise donc, dans notre alimentation afin de diminuer ces carences iodées et donc diminuer l'hyperplasie, l'hyperréactivité de ces goitres. Par la suite, il y a eu d'autres traitements, donc d'autres propositions thérapeutiques. Alors, il y a le traitement freinateur par la L-thyroxine, donc c'est le traitement par la lévothyroxine. Donc, beaucoup d'études ont été réalisées dans ce sens et ils ont remarqué que le fait de donner un taux de iode dans l'alimentation équivalent à 400 microgrammes, on va dire, d'iode dans notre alimentation quotidienne, c'était l'équivalent de donner en fait de la lévothyroxine, donc c'est le lévothyrox, à la dose de 150 microgrammes par jour. Donc ça a donné en fait la même efficacité, le même bénéfice pour ce qui est donc de l'augmentation du volume de la thyroïde. Donc, donner de l'iode
Oui, c'est bien. On a tous dans notre alimentation rajouté la lévothyroxine. Donc, la L-thyroxine, c'est le lévothyrox, donc vous connaissez tous. Donc, à démontrer son efficacité pour ce qui est de la stabilité donc, du volume de la taille, voire diminution. Donc, ça peut être réversible quand bien sûr c'est pris en charge à temps dès le diagnostic. Donc, il y a eu cette arme thérapeutique. D'autres personnes, donc d'autres savants, ont proposé donc de donner de l'iode radioactif. C'est ce qu'on appelle l'irathérapie, c'est afin de détruire ces cellules, ces nodules, mais surtout cet iode radioactif en pratique, on n'utilise qu'en cas de formation de nodules toxiques afin de détruire ces nodules. Ce n'est pas en cas de goitre simple homogène. Donc, il a des indications bien précises. On va voir après donc, les indications de ces traitements. La troisième thérapeutique, c'est la thermocoagulation par laser. Aussi, c'est réservé aussi donc, aux nodules. Et en dernier recours, nous avons la chirurgie. Mais la chirurgie, idéalement, c'est de faire une thyroïdectomie totale. C'est d'enlever carrément le goitre. Mais bon, mais ça reste toujours un acte chirurgical avec un risque de paralysie donc des nerfs du nerf récurrent et tout. Donc, ça reste un geste invasif et chirurgical. Donc, voici un petit récapitulatif donc, pour les indications voilà, des armes thérapeutiques. Donc, en cas d'un goitre, mais sur un goitre simple chez une femme jeune, susceptible d'être enceinte, surtout chez la femme enceinte. Donc, si oui, donc on va supplémenter en iode juste et donner donc la L-thyroxine, donc le lévothyrox, pardon. Sinon, donc chez les autres patients, s'il n'y a pas donc, de signe de malignité, donc c'est un goitre simple, sans signe de malignité et sans compression, donc sans complications, on va faire des surveillances régulières, bien sûr, et établir régulièrement donc, des évaluations échographiques, biologiques, et surveiller, bien sûr, avec toujours une supplémentation en iode. Ça, je l'ai dit. Alors, en cas malheureusement de suspicion de malignité, donc de néoplasie, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Un goitre, suspicion de malignité, on va opérer et on va faire une thyroïdectomie totale. Par contre, s'il n'y a pas de signe de malignité, mais malheureusement, c'est un goitre volumineux et qui est compressif, malheureusement, on va voir. S'il y a des contre-indications à la chirurgie, on va donner de l'iode radioactif afin de diminuer la taille de ce goitre et donc diminuer la compression vers les organes adjacents. S'il n'y a aucune contre-indication, on va proposer une chirurgie. Donc, voilà un petit récapitulatif des indications donc, opératoires, pardon, des indications donc, thérapeutiques des goitres. En conclusion, donc, le goitre, qu'il soit symptôme ou maladie, il est générateur bien sûr d'une demande médicale très forte. Donc, c'est très, très, très fréquent. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de consultations donc, pour goitre, c'est-à-dire qu'on reçoit comme goitre quotidiennement, c'est devenu une pathologie de plus en plus fréquente, malheureusement. Donc, elle est habituellement, comme je l'ai dit, bénigne, mais ça doit être rationnel, utile et efficace. C'est-à-dire qu'il faut faire le diagnostic rapidement, évaluer ce goitre et le prendre en charge le plus tôt possible. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le développement de ces goitres donc, est d'une grande part lié donc, à un environnement nutritionnel et sa prévention, bien sûr, repose sur l'élimination de la carence iodée. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Oui. docteur, quelles sont les causes qui ont un rapport avec cette hypersécrétion de TSH qui provoque une hyperplasie de la glande thyroïdienne? Non, c'est pas par augmentation. En fait, alors l'iode, comment ça se fait? Alors ça, on va faire un petit rappel donc, physiologique. Donc, j'ai dit que l'iode, c'est lui qui va nous permettre donc, la formation des hormones thyroïdiens. Donc, les hormones thyroïdiens vont être formées donc, au niveau de la thyroïde, en intrathyroïde. Il y aura transformation, bien sûr, grâce à l'iodure. Il y aura beaucoup d'éléments, donc par l'AMP cyclique, etc. Donc, il y aura formation pardon, de la FT3, il y aura transformation en FT4. Et cette hormones thyroïdiennes vont être larguées donc, dans le sang et ces hormones thyroïdiennes vont stimuler, donc, vont inhiber la TSH. Ça, vous le savez tous. Parce que la TSH, en fait, c'est un récepteur.
qui est stimulé par les hormones thyréotropes, donc par la TRH, pour donner bien excréter ces hormones thyroïdiennes. Lorsqu'on a une carence iodée, il n'y a pas de formation, si vous voulez, de ces hormones thyroïdiennes. Ça va entraîner, malheureusement, ça va ralentir la formation de ces hormones thyroïdiennes. Alors, la TSH est moins sensible. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, docteur. D'accord, très bien. Donc, ces hormones thyroïdiennes seront diminuées. Donc, il y aura un taux d'hormones thyroïdiennes qui est bas. Donc, la TSH, donc le récepteur, si vous voulez, en fait, c'est un récepteur qui se trouve au niveau de la thyroïde, ne sera pas stimulé, malheureusement, par ces hormones thyroïdiennes. Donc, elle aura comme impression qu'il y a une hypothyroïdie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette TSH? Elle va stimuler ces cellules thyroïdiennes et on aura en tout cas donc cet effet mitotique. On dit un effet mitotique parce qu'il y aura c'est une mitose, il y aura une duplication, voilà, une duplication des cellules thyroïdiennes qui va entraîner par la suite donc cette augmentation, cette hyperplasie donc des cellules thyroïdiennes. C'est pas mitose, ça part duplication de ces cellules thyroïdiennes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, docteur, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je lis des messages. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez envoyer des messages si vous voulez. Hein. C'est comme si vous n'avez pas de questions. Très bien. Alors, oui, madame la déléguée, je ne sais pas comment. Non, je suppose. Alors, Oui, madame, madame. alors pour le cours sur le syndrome de Cushing, Oui. alors, j'ai parlé avec M. Bachir tout à l'heure. Bon, il vous demande de désigner si je le fais moi ou lui. Bon, on en a longtemps parlé. Ouais, il ne pourra pas le faire, c'est-à-dire avant la séance. Avant, c'est-à-dire le jour de sa séance. C'est-à-dire, si vous souhaitez que je le fasse moi-même, par exemple, on peut le faire le week-end. Sinon, il le fera, lui, le jour où vous aurez le cours. Je ne sais pas exactement. Il m'a demandé quand est-ce qu'il aura le cours. Enfin, je ne savais plus quand est-ce qu'il avait le cours. Je sais que c'était pour la semaine prochaine, je pense. Donc, c'est à vous de décider. Donc, si vous voulez qu'on fasse le cours avant, et je vous le fais, Anaya, donc vous me le dites pour le faire le week-end, si ça vous arrange ou là le dimanche, ça veut dire avant, en tout cas on essaiera d'avancer votre cours. Ce ne sera pas possible mercredi et jeudi, ça c'est impossible, c'est-à-dire j'aurai beaucoup de trucs à faire. Si vous souhaitez qu'il le fasse lui-même, il faudrait me le dire pour que je lui transmette votre décision. Donc, je pense que je vais discuter avec les autres étudiants et je vous rendrai la réponse Voilà. d'ici ce soir, Inch'Allah. Voilà, vous m'envoyez la réponse, là, au moins je pourrai lui dire. Parce que Voilà, oui. ouais, genre, il n'a pas de problème, c'est-à-dire que je le fasse moi ou lui, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est à vous de voir. Donc, si vous voulez le faire avant, vous me le dites, comme ça je le prépare et on essaiera de le faire le week-end. Sinon, je lui dis qu'il le fera lui-même le jour même. D'accord, je vous rendrai la réponse, Inch'Allah, ce soir.